Chapitre 6. Qui êtes-vous? Monsieur, vous exercez sur moi une attraction qui me dépasse. J'ai peur de moi, dans l'obsession de préserver ma libre indépendance et la crainte compulsive de dépendre de mes envies, au point de je ne jamais faire ce dont j'ai envie. Vous voir me donne une raideur de glace, quand je me réchauffe à votre seule pensée. Pantin de fer piégé dans le champ de votre attractivité magnétique, le corps se fige, imperceptiblement, je l'espère. Et la raison, Dieu merci, qui vient à mon secours, donne à ce pantin le ressort juste nécessaire pour s'extraire de l'ornière, passer son chemin, passer mon chemin, comme si de rien n'était. Ne rien laisser paraître pour mieux recommencer demain, après-demain, plus tard, encore, toujours. Vive raison qui d'autorité adrénalise le corps à ce moment précis où nous allons nous croiser, trop près. Le regard embrasse l'ensemble du paysage pour donner le change, réduire l'autre à un pixel du décor, avant que les yeux traîtres se baissent, s'écrasent au sol comme un animal malade. Raison victorieuse de l'impulsion instinctive qui me pousse à me retourner. Je ne vous aime pas. Ce n'est pas possible sans vous connaître. Pas la chimie du désir-délire non plus. Le sentiment d'amour se nourrit de peu. Il peut résister longtemps, comme le lichen accroché sous le vent à la roche, résistant contre la souffrance. De ne pas vous voir pendant le reste de la journée, une semaine, des mois, des années. Non, je peux me sevrer à tout instant. Demain, je ne vous croise plus. J'oublie tout. Il n'y a rien à oublier d'ailleurs. J'en suis libre, c'est décidé. Avancer ou retarder mon départ à ma guise le matin, c'est possible pour moi. Peut-être pas pour vous, qui montez sans doute dans le seul train direct qui vous permette d'arriver à l'heure le matin, sans modifier notoirement vos habitudes. Aucun danger d'aliénation. Alors, pourquoi donc ne pas assouvir cette envie, répondre à cet appel de partage, cet élan fraternel? Pourquoi vous? Tout cela n'a aucun sens. La raison me le rappelle sans cesse, qui concède à peine l'existence d'un plaisir matinal, gratuit, qui diffuse sa chaleur parfois à l'impromptu dans la journée. Une baisse de tension, délicieuse comme un petit goûter dans le tourbillon de l'activité. Une discrète affinité, permise, sans lendemain, innocente. Je me fais belle pour vous. Vous êtes l'espoir d'un sursaut bienfaiteur et nécessaire à la femme coupée du monde et pressée, qui a fini par s'oublier dans le travail. Coquetterie réservée, versatile, fantaisiste, créative, sans que personne d'autre que vous ne semble remarquer. Vos prunelles brillent, un éclair de temps. Elles accrochent le regard et se plissent avec le sourire. Un jour, vous avez mis en réponse un curieux chapeau de paille effrangé, qui ne faisait écho à aucune mode du moment, et je ne pus contenir mon rire, tant la tenue me fit penser à un épouvantail. Merci pour cela. Ainsi se succèdent les jours, qui distillent leur élixir matinal avec la ponctualité horlogère d'un rituel qu'aucun prétexte n'interrompt. Je remarque que je ne vous rencontre jamais le lundi et rarement le vendredi. Tout porte à croire que vous travaillez dans l'université voisine, quand j'en ai eu la certitude le jour où, écoutant votre parcours matinal, vous m'avez fait faux bond, courbé sous le vent des derniers soubresauts de l'hiver, cuisant, déchaîné en tourbillons hurlants entre les tours. Je vous ai surpris vous engouffrer dans l'enceinte, traversant la cour à découvert, telle une bête démasquée se sentant traquée. Sous mes yeux, sur une trajectoire répulsive à mesure de mon approche, vous m'avez échappé avec la tempête pour couverture. Vous avez laissé tomber. Il aurait fallu que les larmes que font couler le fond froid, chargées des premiers pollens des souris, ne vous aveuglent pour que vous ne me voyiez pas avec vos yeux précis. Même si je n'étais pas encore tout à fait sorti du dernier méandre du chemin, avant la longue ligne droite, quand vous avez décidé de tourner. Chat sournois qui garde sa destination secrète, peur d'être compromis, lâcheté d'homme, j'en aurais pleuré tellement c'était pitoyable. Rassurez-vous, votre vie ne m'intéresse pas, ou si peu, je ne m'y serais pas immiscé, comme j'aurais protégé la mienne. Je crois savoir où vous travaillez. Vous avez aperçu mon mari, nous sommes quittes à la façon japonaise. Le jour suivant, vous avez changé de trottoir,
renonçant au chemin de pierre pour vous mêler à la foule des écoliers et des voitures. Dommage, c'est consumé. Je reste espérante et fidèle à mon chemin, et continue seule sur la lancée positive qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, je ne vois plus que les écoliers. Vous vous êtes volatilisé sans même laisser entendre le son de votre voix. C'est mon seul regret. Dieu, qu'elle est jolie, trop jeune, si réservée pour une étrangère. Il est marié, a peut-être la cinquantaine. Je commence juste à savoir donner un âge aux Asiatiques que je gratifie toujours de quelques années de jouvence supplémentaires. Elle a 25 ans peut-être. Il vit sans doute relativement confortablement en banlieue avec sa famille. Je ne crois pas qu'il soit à nouveau riche. Être riche ne convient guère à l'humilité et l'esprit de l'âme japonais. Elle a de l'argent, comme tous ces étrangers qui vivent dans les beaux quartiers. Que peut-elle bien attendre de moi, avec un mari pas mal et prévenant? Ma vie est terne. À quoi bon continuer comme cela? Il n'entretient que des relations matérielles avec sa femme, mais courtoises. Ou alors, changement d'époque oblige, il consent des efforts, la respecte pour un homme de sa génération, du moins en apparence, pour ne pas paraître ringard. Tu es si douce et confiante, ma femme. Comment pourrais-je te trahir? Tu as tellement toujours su me soutenir. Pourquoi suis-je si seule désormais? Tu ne peux plus rien pour moi. Il essaye de partager son quotidien avec elle à l'approche de la retraite, mais c'est trop tard. Cette gaijin n'est pas encore une mère, c'est évident. La génération d'aujourd'hui ne veut plus d'enfants. Ses enfants sont des courants d'air qu'il connaît à peine, bien qu'à 25 ans ils vivent encore chez lui, pourris, jouissant pour le loisir de leur paye intégrale et qu'on lui coûte encore de l'argent, comme si leurs études n'avaient pas suffi à le stranguler, lui et sa femme, qui ont dû économiser depuis leur naissance. Elle est économe, ne lui octroie que le juste nécessaire d'argent de poche pour aller chez le coiffeur. Que j'aime ta manière de préparer le fourreau depuis tant d'années. Ta peau est encore douce, la mienne s'abîme, mais je ne saurais renoncer à ce rare plaisir. Sans doute n'a-t-il guère visité d'autres pays, autrement que dans les livres. C'est sa femme qui fait des voyages avec des amis. Il se méfie des étrangers, comme l'inconnu lui fait peur. Sans échange de cartes de visite, ni introduction officielle éclairant l'objectif et le contexte de notre rencontre, je n'aurais une nouvelle fois pas plus d'existence qu'un grain de poussière. Notre culture est ancestrale. Quel besoin de voir d'autres pays? Le Japon s'est ouvert pour rattraper son retard, c'est chose faite. N'en parlons plus. Si mes collègues avaient remarqué quelque chose, quelle folie! Sa vie de fonctionnaire est sans doute plus régulière que la mienne, et ses collègues de bureau sont à l'affût des imperceptibles détails qui auraient changé en lui, entre inquisition et attention sincère. Ils le lui feront remarquer ou répondront des rumeurs sournoises. Vous avez l'air fatigué ces temps-ci. Vous travaillez trop, n'est-ce pas? Vous avez raté votre train ce matin. C'est de la fatigue. Ah, vous n'avez pas pris la même entrée aujourd'hui. C'est vrai qu'avec ce froid, je vous comprends. Le moindre manquement aux habitudes distinctives de chaque membre de la communauté, ciment de l'édifice social, s'il perdure sans éclaircissement, devient suspect aux yeux de tous, au risque d'être rejeté, comme l'oisillon contaminé par une odeur étrangère et rejeté par sa propre mère. J'imagine une grande plateforme de fonctionnaires, trop exiguë pour contenir les nombreux employés. Les stores sont baissés, les fenêtres sont closes à cause de l'air conditionné, et tous ensemble, à bord, travaillent confinés comme des rats de bibliothèque pendant des heures. Il est sans doute le chef, bourru comme il sied, protecteur, responsable, pas très actif mais sincèrement apprécié par ses subordonnés, car au Japon on aime toujours son chef, même s'il abuse de son pouvoir, privilégie ouvertement sa maîtresse ou vous laisse dans votre trou en vous confiant des tâches subalternes. D'ailleurs, on ne s'aigrit pas d'être sous-employé. C'est le chef qui est idiot et qui ne sait pas utiliser vos compétences. Alors, dans ce cas, il est usage de se montrer vraiment idiot, toujours à peine à la hauteur de ce qu'on vous demande, faisant le cul de plomb plus que nécessaire en guise d'alerte, sans jamais déroger à la plus élémentaire des qualités requises d'un employé, la coopération. On respecte toujours son chef, et même lorsqu'on décide de partir, la sayonara party est organisée en bonne et due forme. Et puis il y a l'assistante, jeune et aimable,
si possible jolie, la voix mélodieuse et effacée, qui ne sait pas quoi faire toute la journée pour soulager les uns et les autres. Elle forge l'unité de l'équipe. Presque toutes les jeunes femmes commencent assistantes avant de se marier, ou à défaut de prendre des fonctions en rapport avec leurs qualifications. Cela change aujourd'hui, même si la vieille garde n'est pas complètement tombée. Il y a aussi le plus récent dans l'équipe, qui rêve de ne bientôt plus être le nouveau, parce qu'il doit sans cesse faire allégeance à tout le monde et qu'il écope des tâches les plus ingrates. Il vit souvent la nuit, prolonge sa vie d'étudiant, apparaît mal coiffé au bureau et fait de très longues heures de présence en signe d'engagement. Il s'entraîne aussi en secret à étraîner ses maigres galons sur le prochain petit nouveau venu lorsqu'il arrivera au printemps. Il y a les autres, le pilier d'équipe, bras droit du chef, chef par procuration, à qui l'on dit parfois ce que l'on n'ose pas dire au vrai. Il y a aussi le laborieux, un peu adipeux, et souvent la tête de turc parce qu'il est mou ou parce qu'il s'est démarqué plusieurs fois inutilement. C'est le seul étranger ou le métis, le différent, dont l'équipe n'a rien su exploiter de particulier. Il n'a pas su faire son trou ou voulu se fondre au groupe dans le temps qui lui a été dévolu au départ. Il est le seul pour qui plus personne n'a aucune attention. Ses intentions ont 1000 petites règles de conduite ou de vie en commun qui permettent de se supporter tout au long de l'année. Ignoré, isolé, parfois souffre-douleur, il finira sûrement par partir où il sera poussé, parce que ce troublion de l'harmonie, qui n'a d'autre utilité que de servir d'exutoire, dérange le reste du groupe lorsqu'il est usé, que les chiens ont fini de jouer avec leurs petites souris. Les manifestations organisées formellement tout au long de l'année sont l'armature visible de la communauté. Shinnenkai, Bonenkai, Sobetsukai, fête des cerisiers, beuveries entre collègues à ciel ouvert, autant d'occasions de boire auxquelles on ne peut pas se soustraire, cauchemar des épouses qui doivent allonger l'argent de poche, petits traits acides de ceux qui, sous couvert de l'ivresse, relâchent la soupape. Le lundi, il arrive plus tard au bureau parce que c'est à lui de commencer la semaine en douceur et que montrer une petite faiblesse est de bon ton pour un chef. Lundi était un jour un peu plus part pour moi. Les autres jours, il arrive le matin avant son équipe et repart plutôt le soir pour la laisser travailler seule dans une atmosphère plus informelle. Le vendredi, c'est Hanakin, c'est-à-dire le vendredi des fleurs, la veille du long week-end octroyé depuis une quinzaine d'années. Ce jour-là, il est d'usage d'arriver encore plus tôt que d'habitude pour faire bonne mesure avec le lundi. Le vendredi, cruel premier de l'enfilade de 4 jours, sans vous voir. Il faudra s'y faire pour toujours. Tout cela n'est que banalité confondante, aussi simple qu'un au revoir. Je continue à être coquette tous les matins.